Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Voici maintenant la page news dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Après l'alchimie, nous allons faire un petit tour du côté de Paris à l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, l'INRES, et Stéphane Alix est en notre compagnie. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Comment va l'INRES, Stéphane Alix ? L'INRES va très bien. On n'hiberne pas malgré la saison et le beau temps. On est en plein travail qui avance, notamment sur le manuel de description clinique dont j'ai déjà parlé sur votre antenne. Ouais. Le manuel, c'est ce livre que l'on espère pouvoir publier. On est encore dans les temps d'ailleurs. À l'automne, qui fait la synthèse en fait de toutes les connaissances cliniques collectées par des médecins, par des psychiatres, par des psychologues depuis des décennies sur tous les types d'expériences extraordinaires. Donc je pense au NDE par exemple, sur lequel notamment Bruce Greyson a beaucoup travaillé, les expériences transpersonnelles sur lesquelles Stanislas Grof a travaillé également. Donc je reviens en fait des États-Unis où j'ai où j'ai passé plusieurs semaines justement à rencontrer un certain nombre de gens qui sont certains sont sont des membres d'honneur. Je pense à Stan et Christina Grof, Bruce Greyson, David Lukoff, Dean Radin, qui est peut-être plus connu de vos auditeurs, qui est ce parapsychologue qui travaille à l'Institut de recherche noétique, qui était également devenu un de nos membres d'honneur récemment. Ouais. Voilà, on s'est entretenu avec tous ces gens-là pour voir la façon dont ils avaient abordé ces expériences extraordinaires, quel modèle explicatif ils pouvaient en proposer, et puis surtout, chose plus importante, qui est vraiment le cœur de notre spécialité, de notre action à l'INRES, quels outils cliniques ces gens-là ont développé pour pouvoir aider les gens qui traversent ces expériences, au-delà de la nécessité de se prononcer sur la réalité ontologique de chacune de ces expériences. Ouais. Et là, on revient avec vraiment du très beau matériel. Quelles ont été les rencontres les plus intéressantes à votre sens, enfin, même si toutes, évidemment, étaient intéressantes, mais est-ce qu'il y a des nouveautés dans ce que cela vous a apporté dans la connaissance de ces phénomènes ? Disons que chacune des rencontres que l'on a faites ont été très très fortes. Je pense notamment à Edgar Mitchell, l'astronaute du vol Apollo 14 que l'on a vu chez lui en Floride tout début janvier. Belle rencontre ça a dû être une belle rencontre quand même déjà. Je connaissais Edgar depuis plusieurs années, mais c'est vrai que là on est entré notamment dans le détail de l'expérience qu'il a vécue à bord de la capsule Apollo 14. Il s'est un peu livré, c'est-à-dire qu'il nous a dit que lui-même semblait avoir des capacités psy, donc ça j'étais assez estomaqué de l'entendre nous dire ça. Oui. Ces choses-là seront en ligne d'ailleurs sur le site internet de l'INRES prochainement. On l'a filmé, il nous a raconté ça en détail, donc on va le mettre en ligne. Lui a vécu une expérience extrêmement bouleversante. Est-ce que vous pouvez nous la décrire pour qu'on comprenne bien ? Alors brièvement, Edgar était le pilote du module lunaire, c'est-à-dire c'est la petite voiture qui était déployée sur la surface de la Lune. Donc il avait la responsabilité de cette phase de l'opération, mais au retour, c'était Alan Shepard qui ramenait la capsule Apollo sur Terre et Edgar n'avait plus rien à faire. Donc il était dans cet état où des mois et des mois de préparation et de tension tout d'un coup sont arrivés à leur terme. À leur terme. La mission a été accomplie. Il n'a plus rien à faire. Enfin, c'est un sentiment pour ceux qui ont mené un travail professionnel très très intense qui tout d'un coup est terminé. Vous êtes dans un état de relâchement et de détente assez profond. Et pendant cette phase, le retour sur la Terre prend plus de 2 jours. À un moment donné, la capsule Apollo était dans le plan de l'elliptique, donc elle tournait et en regardant par le hublot, Edgar Mitchell voyait alternativement la Terre, le Soleil, la Lune, tout ça sur le même plan. Et puis dans une espèce d'expérience un peu indicible, il a perçu chacun de ces objets célestes dans le ciel, et puis ses propres molécules, les molécules de la capsule, tout ce qui l'entourait comme faisant partie d'un tout. Donc c'est une expérience qu'on qualifie d'expérience mystique, qu'on retrouve dans la littérature, mais Edgar n'étant pas du tout croyant et étant plutôt quelqu'un d'extrêmement scientifique, a été profondément troublé et profondément déstabilisé par cette expérience, parce que elle l'a totalement bouleversé par l'intensité de l'émotion qu'il a ressentie, et en même temps, il comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc, au retour sur Terre, il a essayé de trouver dans les bouquins scientifiques quelque chose qui se rapprochait de ce qu'il a vécu. Il a trouvé ça nulle part, et ça l'a incité à créer 2 ans plus tard l'Institut de recherche noétique, qui existe toujours aujourd'hui, qui travaille sur la conscience, sur certains aspects de la parapsychologie, notamment avec des gens comme Dean Radin, et qui finance un certain nombre de recherches sur tous ces sujets-là. Donc, voilà, Edgar est quand même quelqu'un qui est très impliqué depuis
depuis plusieurs décennies dans la recherche sur ces sujets. Et voilà, il nous a raconté tout ça. Et alors, c'est une belle rencontre. Il faut bien signaler que des astronautes comme Edgar Mitchell sont des hommes extrêmement solides. C'est pour ça qu'ils sont sélectionnés d'ailleurs et qu'ils suivent un entraînement extrêmement éprouvant, épuisant, aussi bien physiquement que mentalement. Je veux dire, ce ne sont pas des gars qui se laissent déstabiliser par n'importe quoi. Surtout, on leur confie du matériel qui vaut des milliards de dollars. Oui, ce sont des gens très solides. Moi, dans un autre registre, j'ai eu à côtoyer plusieurs astronautes français. Il y a Jean-François Clairvoy notamment, qui a volé 3 fois sur Navette et la Station Spatiale Internationale et Mir, qui est membre d'honneur de l'INRES, qui a participé d'ailleurs à une soirée récemment avec nous. Mais je me souviens d'une discussion aussi que j'avais eue avec Jean-Pierre Ignoré, qui a été lui le spationaute français le plus longtemps en orbite, notamment dans la station Mir. Jean-Pierre me racontait une fois où il était aux commandes d'un avion de chasse et il avait un problème de décompression dans l'oreille, ce qui fait qu'il avait des problèmes d'équilibre dans l'oreille interne et que dans une manœuvre aux commandes de son avion, tous ses sens lui disaient qu'il fallait redresser l'avion. C'est-à-dire que son oreille interne, ses sens, tout son ressenti, mais que ses instruments de bord lui disaient l'inverse. Et là, son sang-froid, son expérience a fait qu'il a suivi les instruments de bord plutôt que de suivre ses sensations. Ouais. Et heureusement, parce que s'il avait suivi ses sensations, il s'écrasait. Mais ça, il faut une telle solidité, une telle capacité à bloquer ses émotions pour pouvoir être totalement opérationnel, que j'avais vraiment été très très impressionné. Et ça, dans les pilotes ou les astronautes que j'ai pu rencontrer dans mes dernières années, c'est toujours cette capacité à être d'une réactivité en quelques fractions de seconde. Avec Jean-François Clairvoy d'ailleurs, qui a participé à une soirée INRES il y a quelques semaines de ça, on est revenu après la soirée dans la discussion avec le public sur les nécessités de pouvoir réagir et de sélectionner au milieu d'une centaine de paramètres, mais dans des urgences pas possibles. Donc voilà, ces gens-là sont quand même très très solides. Et c'est pour ça que quand quelqu'un comme Edgar Mitchell vit cette expérience-là, c'est pas anodin, quoi. Ça arrive pas à quelqu'un qui est dépressif ou qui est dans un état de fragilité émotionnelle. C'est quelqu'un, c'est un rock qui tout d'un coup est touché par quelque chose. Et ça, ça montre d'une part la légitimité de travailler sur ces sujets, ça montre la normalité de ces expériences au sein de la population, et puis le courage de gens comme Edgar permettent de le porter auprès du grand public et d'apporter une légitimité scientifique dessus. Quel est le regard que ont porté ses supérieurs sur la création de son institut, sur sa nouvelle démarche? Est-ce qu'il a été un petit peu mis de côté ou ses collègues ont été intéressés par ses travaux? Vous savez, je pense que et ça je l'ai rencontré. Sachant qu'aux États-Unis, l'état d'esprit est quand même un peu différent. Oui, je pense que déjà tout ça c'est arrivé en 71. C'est une époque où les États-Unis avaient eux-mêmes des programmes de recherche sur les capacités extrasensorielles. Alors bien évidemment au sein du gouvernement, des instances militaires, il y a les gens qui trouvent que tout ça ce sont des fadaises et puis il y a ceux qui travaillent dessus. Donc même au sein de la CIA ou de l'armée américaine, vous avez les gens qui y croyaient, les gens qui y croyaient pas. Le fait est que, et ça on en a rencontré plusieurs, je pense à Charles Tart, qui est aussi membre d'honneur de l'INRES, je pense à Dean Radin, eux ont travaillé pour les programmes classifiés du gouvernement américain sur la recherche extrasensorielle. Et même quand il était à bord d'Apollo, Edgar Mitchell a mené 4 expériences sur 6 qui étaient prévues de télépathie avec un chercheur au sol qui s'appelait Al Puthoff, qui était lui-même en charge des recherches parapsychologiques du gouvernement américain. Donc et puis vous savez, même au-delà de ça, je crois que beaucoup de ces astronautes vivent, quand ils sont en orbite, des expériences très très fortes. Alors beaucoup, et notamment les Américains, reviennent sur Terre en disant on a vu le visage de Dieu, parce qu'ils ont une grille de référence de chrétiens convaincus qui fait que ils mettent ces mots-là sur l'expérience qu'ils ont vécue. Mais je pense que tous les astronautes vivent des expériences comme ça qui sont l'un d'eux m'avait dit d'ailleurs, mais on est nous les extraterrestres. On a quitté la Terre, on a eu cette expérience d'être extraterrestre. Donc ça laisse pas indemne. Donc dans le contexte d'Edgar Mitchell aux États-Unis, je pense que son sérieux, son background scientifique, et puis le fait que ce type de recherche sur des zones sciences un peu marginales était déjà effectué aux États-Unis, ont fait que il a pu.
poursuivre son travail et ses recherches. Et alors, cette interview d'Edgar Mitchell que vous avez filmée et réalisée aux États-Unis, chez lui donc, à son domicile, sera présent bientôt sur le site de l'INRES. C'est inres.com, je le rappelle. Inres.com, avec 2 E, nr2es.com. On va mettre d'ailleurs dans quelques jours en ligne une nouvelle version du site avec un volet information et un volet vidéo sur lequel vous pourrez retrouver, mais vraiment dans quelques jours de temps, des interviews notamment de John Mack, qui est ce psychiatre américain avec qui j'avais travaillé, tous les extraits des films qui vont être diffusés, des documentaires, enfin beaucoup de choses qui va s'enrichir semaine après semaine, et notamment les entretiens, tous les entretiens, ou une grosse partie de ces entretiens qu'on a réalisés en janvier avec mon collaborateur Paul Bernstein, aux États-Unis. Comme les gens qui nous suivent ont pu se rendre compte, on a besoin de volontaires pour retranscrire justement ces interviews. Elles sont quasiment toutes retranscrites, mais on a encore quelques interviews qui nécessitent d'être retranscrites. Une fois que tout ça sera fait, on sera capable de faire les sous-titres et de pouvoir mettre une grosse partie de ces sujets en ligne. Voilà, c'est une affaire de quelques semaines encore, mais voilà, on a beaucoup d'entretiens qui seront accessibles. Alors, d'autres rencontres comme ça extrêmement intéressantes que vous avez réalisées aux États-Unis? Alors, il y a, à titre personnel, moi, c'est ma rencontre avec Stanislas Grof, qui est ce psychiatre d'origine tchèque qui a développé la psychologie transpersonnelle, qui était quelqu'un qui fait encore partie des membres d'honneur de l'INRES, mais qui était quelqu'un avec qui je n'avais correspondu que par mail ou par téléphone. Et là, je l'ai rencontré pour la première fois avec son épouse Christina. Et c'est quelqu'un dont j'étais vraiment très impressionné par notre rencontre, parce que c'est quelqu'un qui incarne les transformations intérieures qu'il a découvert dans sa pratique de psychiatre, dans son exploration de l'inconscient humain. Il a beaucoup travaillé dans les années 50, notamment sur le LSD. Quand le LSD est devenu interdit, il a développé des techniques alternatives pour induire les mêmes états modifiés de conscience chez lui et chez les patients. C'est pas du tout le savant fou qui prend 3 pilules et qui se marre en explorant des trucs bizarres. Il a exploré les états modifiés de conscience dans des protocoles extrêmement rigoureux, encadrés de médecins. Il a fait notamment avec Joan Halifax dans les années 70-80, il me semble, une étude sur les personnes en fin de vie, en aidant justement à ce que des gros problèmes, des gros nœuds psychologiques soient débloqués par un traitement LSD, mais c'était pas, on ne donnait pas une tablette de LSD tous les soirs à leurs patients, c'était une fois tous les 6 mois. Et il y avait un apport thérapeutique qui était très très intéressant. Je recommande énormément ce bouquin qu'ils ont écrit avec Joan Halifax, qui s'appelle, c'est sur le site de l'INRES. Je l'ai plus sous les yeux, mais enfin voilà. Quel est en quelques mots, si tant est que ce soit possible, l'hypothèse de Stanislas Grof, cette analyse transpersonnelle? En quelques mots, disons qu'il a observé que sous expérience, en état modifié de conscience, donc soit induite avec des substances, soit naturelles et spontanées, on vit des expériences où on a l'impression de dépasser l'ego, c'est-à-dire de dépasser la personne que l'on est. C'est-à-dire qu'on n'est plus Stéphane Alix ou Louis Benedy, mais on est quelque chose d'autre. Ça, moi, je l'ai rencontré moi-même auprès de témoins ou de gens qui avaient vécu des expériences chamaniques, par exemple. C'est très très troublant. Ou les gens qui ont vécu de NDE. Je pense à Jean Morzel, qui est toulousain, comme la plupart des gens qui nous écoutent. En discutant avec lui, Jean m'avait étonné sur la façon dont il se décrivait quand il était dans cette phase de NDE, décorporé sous le plafond de l'hôpital, en train de regarder son corps. Il m'a dit, c'est pas mon corps. Je dis, mais Jean, c'est quoi que vous observez? Il me fait, c'est un corps. Je dis, mais c'est votre corps. Je voulais juste simplement préciser dans notre entretien. Il fait, non, c'est un corps. C'est pas mon corps. Pour lui, son identité était totalement dissoute, elle avait disparu, il n'y avait plus de Jean Morzel. Et ça, c'est très étonnant parce que tout d'un coup, on semble continuer à exister, continuer à percevoir, et tout ce qui nous construit depuis que nous sommes nés semble avoir totalement disparu et n'avoir plus aucune importance. Donc Stanislas Grof a essayé de cartographier ça, de développer ça, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que continuer à être, continuer à vivre, continuer à percevoir et à ressentir des choses, souvent d'ailleurs de façon 100 fois plus importante que quand on est dans son corps. Avec beaucoup plus d'acuité, beaucoup plus de précision. Beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus des visions, des couleurs, des sensations qui sont décuplées. Qu'est-ce que ça veut dire que de continuer à être ça alors qu'on n'est plus soi-même? Enfin, voilà, c'est résumé à l'extrême, mais en gros c'est ça. Et alors, interview, filmé également? Oui, on a filmé Stan pendant plus de 3 heures. Alors les 3 heures sont peut-être pas toutes en ligne, mais on va mettre un certain nombre d'extraits de
ces entretiens en ligne, effectivement, sur le site. Tous les entretiens qu'on a faits vont servir de base de travail, notamment au manuel de description clinique. C'est-à-dire que ces entretiens seront inclus. Tous les entretiens qu'on a faits sont avec des contributeurs du manuel, donc tous seront inclus aux chapitres qui sont en train d'être rédigés en ce moment. Un certain nombre de moments forts seront mis en ligne, effectivement, pour les rendre accessibles gratuitement au public. Mais moi, je dirais ce qui ressort de l'ensemble de ce voyage, j'ai vu beaucoup de psychiatres, de psychologues, ce qui ressort de ce voyage, c'est que ça confirme en fait ce qui était d'ailleurs plus qu'une intuition, mais ça confirme vraiment cette possibilité de travailler, d'aider des gens qui vivent des expériences bizarres sans avoir besoin de remettre en question notre vision du monde. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous dit j'ai été enlevé par une secoupe volante, quand quelqu'un vous dit j'ai vécu une NDE, j'ai vu ma grand-mère qui était morte, quand quelqu'un vous dit j'ai perdu mon mari il y a 3 semaines et il m'est apparu au pied de mon lit la nuit dernière, on peut écouter ces gens-là, on peut respecter ces gens-là, respecter le ressenti extrêmement puissant de leurs expériences sans les classifier, sans avoir besoin de mettre des étiquettes psychiatriques et en étant toujours, ce qui est quand même très important et ce qui est très important aussi pour les médecins, sans placer ces gens-là dans un risque. Voilà, c'est pas parce qu'on va accepter que quelqu'un vous dise quelque chose qui est pas normal et qui est pas habituel que cette personne doit être protégée entre guillemets en la sortant de ce qu'on appellerait un délire. Non, justement, en faisant l'inverse, c'est-à-dire en acceptant la réalité personnelle et subjective de cette expérience, on peut faire beaucoup de bien à ces personnes. Et c'est ça que vous voulez vraiment mettre en avant. Je prends l'exemple de discussion qu'on a eue avec Louis Lagrand, qui est un médecin, et dont la profession est d'accompagner les gens qui sont en deuil. Au début de sa carrière et pendant plusieurs années, il a entendu très régulièrement ces histoires de gens ayant perdu un proche précédemment et disant l'avoir vu ou avoir reçu un message ou entendu une voix ou reçu un signe. Donc, comme la plupart de ses confrères, Louis Lagrand s'est dit, a classé ça sous le terme de compensation émotionnelle. Voilà, vous perdez votre maman, c'est normal que la compensation émotionnelle, la douleur, vous la fasse voir comme ça après sa mort. Le problème, c'est que dans un certain nombre de cas, les messages qui sont captés, les informations qui sont reçues proviennent vraiment de l'extérieur. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas vous qui pouvez compenser. Si par exemple vous avez votre mère qui vous apparaît au seuil de votre lit et qui vous dit, alors qu'elle est décédée depuis 3 semaines, et qui vous dit va voir dans tel endroit j'ai caché telle chose, et que vous allez dans cet endroit-là et que vous découvrez cette chose cachée, là c'est pas vous qui compensez. Donc Louis Lagrand, confronté à ce type d'expérience vraiment troublante et particulière, a modifié radicalement sa pratique du travail, et sa conception du monde aussi, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il a continué à avoir des patients sans nécessairement avoir besoin de leur dire que ce qu'ils avaient vécu était vrai, de ce qu'ils avaient traversé voulait dire que leurs proches avaient survécu, ce qui est scientifiquement difficile à prouver quand même. En revanche, il était capable de non plus nier cette expérience. Il avait trouvé les outils qui lui permettaient de faire accepter plus facilement cette expérience. C'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui vous dit ce type d'expérience, vous n'êtes plus forcément obligé de lui dire pour le protéger, soi-disant, bon, vous avez bien conscience que là, c'est votre douleur qui vous fait inventer cette chose-là. Les gens qui ont vécu ça, ils savent bien quand c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, Louis Lagrand a développé une méthodologie qui permettait d'accueillir ces témoins en leur disant vous savez, vous n'êtes pas seul, vous savez, 80% des gens qui ont ce type d'expérience l'ont déjà traversé. Qu'est-ce que ça vous a fait? Quel est le message qui vous a été donné? Comment vous l'avez perçu, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment dans le cas là des expériences au seuil de la mort, mais après dans tous les autres types d'expériences, on a la possibilité d'être très respectueux de l'expérience subjective des gens, qui est après tout peut-être la chose la plus importante, ce que l'on vit de façon subjective. La science nous a fait croire que la réalité peut-être était absolument la même pour absolument tout le monde. Alors bien sûr, un arbre a telle forme, une maison a telle forme, mais l'amour, les sentiments, notre propre spiritualité, nos propres espoirs, tout ça est propre à chacun, tout ça est extrêmement subjectif. Et on le voit avec l'effet placebo, on le voit avec les expériences qui ont été faites sur l'intention. Ce que l'on pense, ce que l'on imagine, ce que l'on espère et ce que l'on craint
peut modifier assez radicalement notre physiologie. Donc voilà ce qui est important et ce qu'on a envie de développer nous à l'INRES, c'est une écoute méthodique des expériences subjectives de chacun. C'est possible, ça peut apporter beaucoup de bien, ça peut sauver des gens qui sont dans des situations très très difficiles et c'est ce qui nous importe. Ouais. Stéphane Alix, une pause, on se retrouve dans quelques instants pour parler du site, parce qu'il va y avoir pas mal de nouveautés. En plus, vous l'avez dit, de ces interviews que vous avez réalisées récemment aux États-Unis qui seront en ligne. Nous sommes sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. L'INRES, avec un site à découvrir, Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, INRES, INREES.com, avec le président de cet institut, Stéphane Alix, son créateur également, qui est toujours en notre compagnie dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Stéphane Alix, des nouveautés vont arriver. D'ailleurs, nous sommes ce soir vendredi, donc ça va être quoi, dimanche, lundi, mardi au plus tard. Ce sera donc des news sur le site. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors, en plus du site classique inres.com, on va mettre, dans la mesure où on organise beaucoup de soirées et que beaucoup de... Maintenant, l'outil vidéo est quelque chose de très utilisé et de très accessible facilement pour les gens qui ont du haut débit ou même du débit normal. On va mettre en route ce que j'ai appelé INRES TV, qui sera donc actif effectivement lundi ou mardi, sur lequel vous trouverez d'une part les annonces, les vidéos, les documentaires qui sont diffusés dans le cadre des soirées INRES, des extraits de documentaires, notamment celui que j'avais fait sur John Mack et sur les gens qui vivent des phénomènes d'enlèvement extraterrestre. On met en ligne également l'entièreté des entretiens que j'avais fait avec John Mack avant son décès, qui viennent d'être achevés, d'être sous-titrés, donc qui seront accessibles en anglais sous-titré sur le site. Il y aura également donc ce dont on parlait précédemment, les entretiens qu'on a fait avec tous les contributeurs du manuel de description clinique de l'INRES. Donc je pense à Stanislas Grof, à Bruce Grayson, qui nous a raconté notamment l'expérience extraordinaire de Pam Reynolds, qui est cette femme qui était en état de mort clinique et qui a vécu une NDE. Enfin, tout ça sera en détail sur le site. Là aussi, on a besoin un peu de temps pour tout traduire, tout sous-titrer. Il y aura également des entretiens. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Des entretiens avec des gens qui ont vécu des expériences. On est en train de structurer différentes équipes de bénévoles, caméramans et monteurs, qui vont aller filmer les gens qui ont vécu des expériences. Alors je pense à celle de Jean Morzel, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, qui vont nous raconter leurs expériences sur un quart d'heure, 20 minutes, un peu plus. Et toutes ces expériences-là seront mises en ligne aussi de façon assez régulière sur le site. J'espère avoir suffisamment de bénévoles et de personnes compétentes pour pouvoir le faire. Parce que vous avez besoin de quoi, justement? Vous savez, je pense à Elisabeth Kubler-Ross, ou même Kenneth Ring me disait ça encore en janvier, il me dit on peut faire un cours théorique sur tel ou tel type d'expérience, mais rien ne remplacera un témoignage direct. Et c'est vrai que moi, en tant que journaliste, indépendamment des centaines de bouquins que j'ai pu lire et des dossiers que j'ai pu parcourir, la rencontre avec des expérienceurs face à face, qui me racontent quelque chose qu'ils ont vécu, est absolument irremplaçable. Et ça, on veut le rendre accessible facilement pour tous, que ce soit les chercheurs, les médecins ou le public, via ce site internet, donc INRES TV, qui sera actif et qui sera nourri progressivement semaine après semaine de tous ces... vous avez besoin de volontaires, mais dans quel registre, dans quelle catégorie? Alors, ce qui est pour l'instant important, c'est les transcriptions des entretiens, parce qu'on a fait plus de 20 heures d'entretien avec tous ces chercheurs aux États-Unis. Donc on a besoin de volontaires pour retranscrire simplement en anglais. Donc il faut que ce soit des volontaires un peu anglophones qui écoutent ces enregistrements et qui nous les retranscrivent sur Word ou sur... En anglais? En anglais, oui. Les traductions donc pas de traduction, par les gens du manuel de description clinique directement. Donc c'est de la retranscription en anglais, effectivement, pour l'instant. D'accord. Et est-ce que vous avez besoin de preneurs de son, de caméramans, voire même des amateurs éclairés en ce qui concerne la vidéo, pour vous donner un coup de main et aller recueillir des témoignages? Ou vous préférez quand même le confier à des gens qui ont une certaine expérience dans l'approche de ces témoignages? Les deux. Pour l'instant, on est en train, ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai voulu vous mentionner, mais on va, je touche du bois, j'espère dans quelques semaines pouvoir rendre actif et mettre en place un service
de permanence avec des psychologues qui seront capables d'accueillir les témoignages. Donc c'est pour ça qu'effectivement pour l'instant, en ce qui concerne la mise en ligne des témoignages et des témoignages vidéo, je préfère que ça soit confié à des gens qui soient à la fois professionnels en vidéo et en prise de son, mais aussi professionnels en écoute de ces témoignages, parce que certains comme Jean Morzel ou d'autres ont beaucoup de facilité à exprimer ces expériences et puis ont réussi à en intégrer toutes les facettes, mais il y a beaucoup d'autres témoins qui sont dans des contextes émotionnels et parfois des douleurs et des difficultés, soit à les exprimer, soit à les vivre, qui demandent un peu plus de subtilité, enfin voilà. Même si c'est la première fois, surtout si c'est la première fois qu'il le raconte vraiment. Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, vous savez, la vocation de l'INRES, en premier, est d'avoir une aide et une écoute thérapeutique. Donc les gens qui nous appellent, spontanément, ils vont pas être interviewés pour être mis en ligne. Les gens qui nous appellent, on apporte une réponse qui est la réponse que eux désirent avoir. Les gens qui sont interviewés, c'est des gens qui sont dans un tout autre cas de figure, c'est des gens avec qui on a éventuellement entamé un travail depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Ce sont des gens qui sont déjà passés à travers, je dirais, le filtre d'un professionnel de santé pour répondre éventuellement à leurs difficultés émotionnelles. On n'a pas envie de faire de la quantité, on n'a pas envie de se dire allez, dans 6 mois on a 1000 témoignages sur le site, ça n'a aucun sens. Ces témoignages ont du sens seulement si je dirais, les gens qui les ont vécus, voilà, ont vraiment fait le tour de ces témoignages. Je pense à Jean Morzel. Jean Morzel, il a vraiment intégré cette expérience-là. Il a fait son coming out, d'ailleurs, chez vous, il y a plusieurs années. Il a un regard sur son expérience. Une profonde réflexion également sur ce que ça lui a procuré après, ce que ça a changé en lui, Voilà. Nous, si vous voulez, à l'INRES, on n'est pas là on n'est pas dans la quantité, on n'a pas envie d'accumuler les choses, on a envie d'explorer, donc avec les gens qui sont capables d'en parler avec un peu de recul. Et ça demande de travailler, de prendre le temps de travailler, de tranquillement. Et donc c'est pour ça que pour l'instant on a des équipes à la fois thérapeutes et de bénévoles vidéastes qui sont internes à l'INRES. Et sur ce plan, on n'a pas besoin de trop d'équipes pour l'instant parce que voilà, on est dans. Stéphane Alix, une idée me vient à l'esprit à l'instant. Est-ce que dans le cadre de ce site internet inres.com, vous avez comme projet ou l'intention de faire une sorte d'annuaire de thérapeutes formés à ce type d'écoute et de le mettre en ligne pour que ceux qui sont en France, quelle que soit la région, puissent se référer à un thérapeute particulier? Ça, Louis, c'est le cœur de notre projet qui va être développé et mis en place une fois que le manuel de description clinique sera publié. Voilà, en seconde, d'accord. Voilà, ça sera, je l'espère, à l'automne, fin 2008, tout début 2009. Parce qu'effectivement, c'est le but premier de l'INRES, c'est au-delà de la réponse qui peut être apportée de façon très ponctuelle par téléphone, par mail ou éventuellement par rencontre directe au sein de l'INRES, c'est être capable, effectivement, si quelqu'un a des difficultés de vivre tel ou tel type d'expérience à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux ou je ne sais où en France, qu'on soit capable, nous, de l'aiguiller sur des thérapeutes avec lesquels il va pouvoir trouver une oreille professionnelle attentive. Et puis surtout, nous, à l'INRES, on ne va pas se substituer, si vous voulez, à une démarche et à un accompagnement psychologique ou médical. On n'est pas médecin, enfin, mon partenaire et cofondateur avec moi, Bernard Castel, est médecin, mais je dirais qu'on n'a pas vocation nous-mêmes à être les soignants de ces gens-là. On va être effectivement des référents. On va se servir des connaissances, on va se servir des expériences de centaines et de centaines de professionnels de santé en France qui sont formés à ça, qui savent travailler là-dessus et qui ont besoin et qui, grâce à l'INRES, vont pouvoir se constituer en réseau, effectivement, qui sera beaucoup plus facile d'accès pour les gens qui vivent ces expériences-là. C'est-à-dire, si quelqu'un nous appelle en nous disant j'ai l'impression d'être possédé ou j'ai l'impression de voir des esprits dans ma chambre, si cette personne nous appelle, mettons de Montpellier, de Marseille ou Toulouse, on saura, tenez, à Bordeaux, il y a telle personne, tel psychiatre qui est familiarisé avec les psychologies transpersonnelles, etc., etc. Donc ça, c'est un projet qui va être effectivement mis en pratique à l'automne 2008. Oui. Alors revenons pour conclure donc au site internet avec les nouveautés, notamment dans INRES News. Alors INRES News, c'est une sorte de revue de presse qui va reprendre
l'ensemble des articles, des informations qui sont publiées sur plein de sujets différents. Alors ça va de toutes les disciplines scientifiques, physique, astrophysique, astronomie, biologie, etc., en passant par tout ce qui est parapsychologie, tout ce qui concerne les expériences extraordinaires. On a un réseau de veilleurs qui vont nous faire diriger ces news à chaque fois qu'elle passera. L'idée, si vous voulez, c'est là aussi de faire une synthèse de tout ce qui se dit d'une façon vraiment globale et holistique sur ces questions-là, au sens très large. Je prends l'exemple d'un article qui a été repris il y a quelques jours par Yahoo, disant que Moïse avait sans doute pris des hallucinogènes. Oui, j'en ai entendu parler, ça a été repris partout. Ce qui est très rigolo, c'est que cet article a été publié initialement par Benny Shannon. Là encore, je ramène tout à l'INRES, mais je fais pas exprès, excusez-moi. Benny Shannon est un ami et est également un des membres d'honneur de l'INRES. C'est un professeur de psychologie cognitive à l'Université de Jérusalem. Benny est le spécialiste mondial de l'ayahuasca. Il a fait une monographie qui s'appelle The Antidote of the Mind, publiée chez Oxford Press il y a quelques années. Et Benny Shannon est donc un spécialiste de l'ayahuasca et des substances psychoactives. Et il a publié un article très scientifique et très sérieux sur les substances psychoactives qui étaient utilisées au temps de Moïse et dans l'Égypte et Israël autrefois. Et voilà, il a publié ce papier qui a été repris partout en disant que Moïse avait fumé quelque chose. Donc nous, on reprend sur INRES News la dépêche Yahoo qui est rigolote et on met le papier que Benny Shannon nous a envoyé hier, son papier entier qui fait 10 pages et qui explique en long et en large son étude. Voilà, le propre d'INRES News, c'est de remettre en avant des infos, parfois cocasses, parfois très sérieuses, sur un ensemble de sujets très très vastes. Vous allez toucher effectivement à tous les sujets, que ce soit la neurologie, l'ethnologie, l'ufologie. Ça va être, oui, effectivement très très vaste. Il n'y a pas quels seront en revanche les filtres? Qu'est-ce qui peut assurer le lecteur qu'il ne va pas tomber sur des hypothèses complètement d'hurluberlu ou un peu dangereuses? Parce que les veilleurs, c'est-à-dire les gens qui nous font parvenir ces infos, ou moi-même, ou les gens qui travaillent au sein de l'INRES, feront eux-mêmes ce rôle de filtre. Ils ont tous une formation soit de scientifique, soit de médecin. Voilà, je pense à par exemple Mario Beauregard, qui est neurologue au Canada, qui lui nous envoie les informations concernant la neurologie. Donc voilà, c'est pas les gens qui nous envoient et qui mettront en ligne ces informations sont eux-mêmes des scientifiques, des journalistes, des chercheurs. Donc voilà, sur l'ufologie par exemple, on va pas se faire l'écho de toutes les observations et de tout ce qui circule sur Internet, parce qu'il y a absolument tout et n'importe quoi. Bien sûr. Donc ce qui sera publié par exemple dans les news récentes sur l'ufologie, ça aurait été éventuellement les déclarations du gouvernement japonais il y a quelques semaines. On se ferait l'écho éventuellement des réunions qu'il y a eu à Washington à l'initiative de Leslie Kean. Voilà le type de choses que l'on relaiera. On filtre effectivement. Stéphane Alix, pour terminer et pour parler du nerf de la guerre, vous avez toujours besoin de sous? Alors on a toujours besoin de sous, effectivement. On a besoin d'adhérents. C'est vrai que on a une association à but non lucratif, une association 1901. Donc n'importe qui peut devenir adhérent de l'INRES. Il faut pas être médecin, il faut pas être psychiatre. N'importe qui peut vraiment nous soutenir. On a besoin de ça. Le citoyen lambda tel que nous sommes. Oui, exactement. Tout à fait. Et j'accueille avec grand plaisir tous ceux qui désireront nous rejoindre. On a toujours besoin effectivement de dons pour faire ces retranscriptions, ces traductions, pour faire pour pouvoir mettre en ligne ces entretiens, parce que même si le caméraman, le preneur de son sont des bénévoles, il faut payer les déplacements éventuellement, il faut payer les cassettes, des petites choses, mais qui accumulées les unes après les autres font du chiffre. Et puis on a besoin surtout de pouvoir avoir ce local dans lequel va être mis en place une permanence à la fois téléphonique et physique, tenue bien sûr par des bénévoles psychologues, psychothérapeutes, mais il faut bien payer le loyer de ce local, payer la ligne téléphonique, etc. Donc voilà, là aussi on est vraiment en demande d'aide, de donation ou de gestes généreux de la part de nos membres. Vous faites bien de le souligner, effectivement. C'est quand même extrêmement important, si ce n'est le plus important ou presque. Donc se reporter au site inres.com, INREES.com. Enfin, Stéphane Alix, vous êtes quand même auteur, vous êtes également réalisateur de documentaires. Ça vous mange tout votre temps ou vous avez des projets personnels? Oui, non, je suis toujours en train de travailler
pendant le peu de temps qui me reste sur mon prochain livre, qui est consacré à la mort et à la survie de la conscience, enfin aux hypothèses de survie de conscience. Mais disons que pour l'instant, effectivement, depuis juin dernier, date de la dépose des statuts à la préfecture de Paris, je me consacre quasiment exclusivement à l'INRES. Là, je commence à retrouver un tout petit peu de temps pour écrire, mais c'est parcellaire. Mais bon, ce qui est important, c'est à ça aussi je tenais à le dire, c'est que voilà, même si on en entend un petit peu moins parler depuis quelques mois, l'INRES s'installe, ça devient quelque chose de stable, ça devient quelque chose qui, avec notamment ces soirées sur Paris, qui trouve un public et qui, alors je suis désolé pour nos éditeurs non parisiens. Oui, pour tout le Grand Sud, enfin, Stéphane. Je suis venu déjà grâce à notre ami Jean-Jacques Charbonnier. Je suis intervenu il y a quelques mois de ça à la clinique Saint-Jean-Languedoc. Malheureusement, effectivement, je peux pas me diviser et on est obligé de minimiser un petit peu toutes les idées. Moi, j'aimerais faire beaucoup de choses partout. Maintenant, ces soirées sur Paris nous aident aussi à structurer un petit peu quelques rentrées financières qui vont nous permettre de mettre en place une partie du local. Voilà, donc l'INRES s'installe. L'INRES est parti pour durer. Il y a une vraie communauté qui est en train de se structurer. C'est pour ça que quand vous devenez membre, vous faites partie de quelque chose qui existe de plus en plus. Et ça me tient particulièrement à cœur. Et c'est pour ça que je suis très heureux chaque matin de me réveiller tôt pour travailler sur ce projet qui rassemble de plus en plus de gens. Voilà, des gens éminents, vraiment. Bien. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Alix de votre disponibilité. Et puis vous le savez, aux Aventuriers de l'étrange, vous êtes toujours le bienvenu. Dès qu'il y a des nouveautés, on s'en fera l'écho, bien entendu. Merci beaucoup. De rien, Stéphane Alix. Un site internet donc à aller visiter, inres.com, INREES.com. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. C'est fini pour les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, on se retrouvera demain soir après le match de rugby et au programme Claudine Glo qui est allée plus d'une vingtaine de fois en Écosse et qui est revenue avec une connaissance d'abord de l'Écosse, de l'esprit écossais et puis des fantômes écossais, avec une connaissance donc extrêmement pointue et très large. Elle nous servira de guide pour aller nous balader dans les Highlands. Vous allez voir, il y a du frisson dans l'air. À découvrir donc demain dans les Aventuriers de l'étrange avec mon invité demain soir, juste après le rugby. Je suis à la recherche, vous le savez, de témoignages pour une émission consacrée aux témoignages de la semaine prochaine. Vous m'appelez au 0826 300 300. Vous me laissez votre message ainsi que vos coordonnées dans ma boîte vocale, les Aventuriers de l'étrange. J'aurai à mes côtés Pierre Macias et Renaud Évrard pour discuter avec vous. Donc n'oubliez pas 0826 300 300 ou par mail étrange@sudradio.fr. Bonne soirée, bon début de nuit à l'écoute de la rediffusion des programmes sur Sud Radio et à demain. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.